la Californie est l'exemple type de cette migration incontrôlée, et c'est pour ça que Trump décide justement de porter le fer et d'appliquer son programme strictement à Los Angeles. Alors Los Angeles, puisque en ce moment, la ville est devenue donc un champ de bataille entre ces militants qui essaient de s'opposer à la politique migratoire de Trump, et puis Trump lui-même qui a choisi désormais donc de déployer l'armée dans la ville. Il a des mots assez forts, c'est d'ailleurs partout dans la presse depuis hier. Donc il a expliqué qu'il considérait que Los Angeles était envahi par des ennemis étrangers, et que c'est pour justifier donc le déploiement de ses forces armées. Régis, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer vraiment, véritablement, quel est le fond du problème, ce qu'il se passe donc aujourd'hui à Los Angeles? Si vous voulez, il y a plusieurs éléments. On est dans une situation, je dirais, champ de bataille. Oui, il y a eu des émeutes, oui, il y a eu même des tirs avec des armes à feu, mais globalement, pour le moment, la force principale qui rétablit l'ordre, ou qui tente de contrôler l'insurrection, c'est la police de Los Angeles. L'armée est déployée, mais il s'agit plutôt de la garde nationale, de quelques unités de la garde nationale. Pour ce qui est des Marines, apparemment, on les attend toujours. Donc, on n'est pas non plus dans une situation comparable. Vous savez, quand on parle d'émeutes, on se réfère aux émeutes historiques de Los Angeles en 1992. Faut rappeler qu'en 92, il y avait eu 55 morts. La ville avait été effectivement à feu et à sang pendant plusieurs semaines, et qu'à l'époque, le gouvernement de George Bush père avait déclenché une vieille loi américaine qui s'appelle l'Insurrection Act, qui a été votée en 1807, et cette loi, elle permet à l'armée d'intervenir sur le territoire américain, parce que l'intervention de l'armée sur le territoire américain, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est très encadré par la Constitution, et donc à l'époque, on avait déterré cette loi. Trump avait pensé pendant sa mandature, vous savez, quand il y avait eu les émeutes à Minneapolis, de refaire la même chose, de reprendre cette loi, et finalement, il y avait renoncé, vous voyez. Donc là, actuellement, on est dans une situation effectivement chaotique, où tout simplement on hérite d'une situation et d'un laxisme qui date depuis des années, en particulier dans les villes de l'Ouest contrôlées par les démocrates. Je pense principalement à San Francisco et à Los Angeles. Moi, c'est des villes que je connais bien, dans lesquels j'ai fait énormément de séjours, dans lesquels j'ai même vécu, et j'ai vu cette situation dans les 10 dernières années se dégrader, en particulier sur la question sanitaire, sur la question de la toxicomanie, où les centres-villes de Los Angeles, enfin pas le centre-ville à proprement parler, mais des quartiers entiers, ont été, on les appelait tent city, parce que il y avait des tentes partout. Ouais. Il y avait une sorte de double ville qui s'était mis en place dans certains quartiers, avec des gens qui vivaient sur les trottoirs dans des tentes. La question migratoire là-dessus, elle s'ajoute à une série de problèmes qui fait que ces villes de l'Ouest accueillent à peu près toute la misère des États-Unis. Elles ont l'avantage justement qu'il y fait beau à peu près toute l'année. C'est plus facile de vivre là-bas qu'à Minneapolis, par exemple, où il fait moins 15 en hiver. Donc évidemment, avec une politique, je vous dis, totalement laxiste, qui cache derrière ces émeutes également tous les trafics de drogue, etc. Tous les cartels mexicains également sont présents. Et donc, Trump, dans cette histoire, si on replace tout ça dans le contexte, lui, il veut s'attaquer à l'immigration clandestine. Mais où se trouve l'immigration clandestine ? Eh bien, elle est précisément enquistée dans ces quartiers qui ont été laissés, on va dire, à une sorte d'auto-organisation depuis des années. Et à partir du moment où les agents fédéraux, les agents anti-immigration clandestine pointent leur nez, eh bien, évidemment, il y a des réticences, et il y a aussi tout un tas de groupes qui se mettent en place, qui sont les ennemis traditionnels de Donald Trump, et des ennemis qui sont des ennemis aussi institutionnels. Quand on voit l'attitude du gouverneur Gavin Newsom, qui est à la gauche de la gauche américaine, qui finalement tente de jouer aussi une partition de la division, parce que on sait que depuis des années, la Californie
Californie ne fonctionne plus au diapason du reste de l'Amérique, même si le vote Trump y a été aussi très important. Mais la Californie, c'est un univers qui fonctionne un petit peu, qui prend une direction, qui a épousé le wokisme, qui est toujours dans une philosophie très différente de celle de beaucoup d'États aux États-Unis. À l'inverse, vous avez la Floride qui est très à droite et qui pratique aussi. Donc vous avez des écarts incroyables dans cette Amérique. Et je prends à dessein ces deux États, Floride et Californie, pour montrer que certains États d'Amérique aujourd'hui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Mais pour revenir sur la Californie, là, la raison pour laquelle Donald Trump met l'accent en particulier sur Los Angeles, c'est justement précisément parce qu'on est dans le cœur de l'idéologie qui lui est hostile, et on est aussi sur la question migratoire au cœur des promesses électorales de Donald Trump. Je vous donne un exemple. Quand Donald Trump a commencé à appliquer ses pratiques tarifaires, ça a mis un chaos sur les places financières. Il a fait des allers-retours, il a décidé d'appliquer tant de pourcents, et puis finalement il est revenu sur ce qu'il a dit à plein de niveaux. Ça a été des négociations, et tout ça, pour l'économie américaine et pour la finance américaine, ça n'a pas été une bonne chose. Et les Américains ont commencé à bouder Donald Trump. Il a baissé dans les sondages. Là, au contraire, sa manière d'utiliser, enfin son souhait d'utiliser la manière forte, eh bien, au contraire, ça le fait remonter dans les sondages. Est-ce que justement, c'est pas un calcul politique de sa part de dire voilà, moi j'ai quand même gagné en grande partie sur ce thème de l'immigration. Tout le monde a admiré ma fermeté à peine j'étais justement au bureau ovale. Est-ce que là, il se dit pas bon, il serait temps de ramener sur la table les sujets qui me font du bien dans les sondages d'ailleurs, il y a certains médias qui le décryptent de cette façon et qui disent en fait c'est toujours la même chose. Donald Trump, il déclenche une crise, donc principalement sur les thèmes d'immigration. Il va avoir quelques propos chocs, une sorte de bataille médiatique qui s'engage, et puis finalement, généralement, il en sort vainqueur. Oui, c'est ça, c'est une stratégie. Il a une stratégie du chaos, il a une stratégie de la disruption, mais là, en l'occurrence, en s'attaquant à Los Angeles et en prenant ce point particulier, parce que il n'y a pas que Los Angeles qui est l'objet d'émeutes, ou en tout cas de grosses manifestations hostiles à la politique de lutte contre l'immigration clandestine de Donald Trump. Vous avez également le Texas, vous avez également Chicago, il y a Los Angeles, vous avez également San Francisco aussi, où des émeutes ont commencé, donc vous en avez un peu partout dans le pays, mais la question sur Los Angeles est précise, c'est-à-dire qu'il s'attaque au cœur à la fois du problème migratoire. C'est une population, en particulier une population latino. Alors la différence justement avec les émeutes de 92, c'est que les émeutes de 92 concernaient le ghetto noir de South Central et c'était des émeutes raciales principalement entre la population coréenne notamment et la population noire de South Central. Là, la différence, c'est que ça se passe à l'est de Los Angeles, c'est-à-dire là où il y a la population latino, et là où on a une population qui est en forte croissance. Pourquoi ? À cause, en partie, de cette migration incontrôlée. La Californie est l'exemple type de cette migration incontrôlée, et c'est pour ça que Trump décide justement de porter le fer et d'appliquer son programme strictement à Los Angeles. Voilà, et on est dans une situation où aujourd'hui, les choses ne sont toujours pas réglées. On est au 5e jour d'émeutes. Maintenant, on va voir comment si ça va durer et si les choses pourraient s'aggraver aussi. Maintenant, sur la question de l'armée, attention, soyons prudents. Il s'agit énormément d'annonces. Pour le moment, il y a des déploiements de troupes, mais on est plus dans la pacification. N'oublions pas que, par exemple, dans des crises majeures qu'ont connues les États-Unis, on va dire dans les 15 dernières années, notamment la Nouvelle-Orléans, les Marines avaient été débloqués, avaient été envoyés à la Nouvelle-Orléans, la Garde nationale aussi. Vous savez, la Garde nationale, c'est les gardes, c'est l'armée, c'est l'armée de réserve des États, voilà, qui vient pour régler l'ordre, restaurer justement et aider la population. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. Régis, on reste avec vous encore quelques minutes. J'annonce juste la suite du programme aux auditeurs. On retrouvera Anne Coffinier ensuite pour parler de cette violence qui gangrène l'école avec cette assistante scolaire qui a été poignardée. On va essayer de nommer les responsables de cette situation. Restez bien avec nous, on continue pour le moment avec vous, Régis Le Sommier.
En France aujourd'hui, donc la presse s'émeut de la situation à Los Angeles. Ça parle d'autoritarisme, d'ailleurs en reprenant les mots du gouverneur californien. On a ce choc en France, mais aux États-Unis, qu'en est-il? Parce que finalement, les Américains ont élu Donald Trump, en tout cas c'est le vainqueur de ces dernières élections, et en grande partie, ce qu'ils attendent de lui, c'est l'application d'un programme qui effectivement est, sinon autoritaire, au moins extrêmement strict concernant l'immigration. Je pense qu'aux États-Unis, il y a une plus grande conscience, notamment Donald Trump, faut le rappeler, a été élu avec 76,5 millions de voix américaines, c'est-à-dire 5 millions de plus que sa rivale Kamala Harris, faut pas l'oublier, c'est presque historique ce score. Et Donald Trump, effectivement, est là pour appliquer un programme au cœur duquel il y a cette lutte contre l'immigration clandestine. Donc on est vraiment dans un test que Donald Trump ne peut pas échouer. S'il échoue, là, sa base électorale se posera des questions. On va arriver petit à petit, on n'y est pas encore, mais loin de là, mais il y aura les élections de midterm, qui sont en général des élections de sanctions contre un gouverneur et contre un président. Et Donald Trump le sait très bien, il sait qu'il a peu de temps pour agir et que quand il y a une crise comme ça, il faut qu'il soit à la hauteur de cette crise. On va voir s'il y est, mais ce qu'on sait aussi, c'est que les ennemis, quand je parlais des ennemis traditionnels de Donald Trump, c'est la galaxie Soros, c'est des gens, c'est les démocrates, c'est le parti démocrate qui ne s'est toujours pas relevé de sa défaite de l'an dernier, de 2024. Et là, certaines individualités, donc Gavin Newsom en particulier, qui avait des prétentions à la présidence à une certaine époque, lui aussi prend fait et cause pour, on va dire, pour défendre les clandestins ou pour défendre. Et donc on est dans une situation où les démocrates déploient leur carte. Ils essayent aussi, alors certains ont dit, de fomenter des révolutions de couleurs, vous savez, oui, comme ils avaient l'habitude de le faire à l'étranger, mais aux États-Unis même, pour contrarier Trump, pour le faire échouer dans son programme. Et on sait que Soros ambitionne électoralement de faire basculer des États rouges, vous savez, donc des États républicains, en États bleus, notamment en utilisant l'immigration, pensant que l'immigration vote traditionnellement démocrate. Et or, c'est quand même aussi, ça a été aussi un peu contredit lors des dernières élections. Donc il y a vraiment derrière ça aussi des forces en puissance, et je vous dis une situation où la délinquance, les trafics, les cartels, etc. sont enquistés depuis des années dans ces quartiers, et que c'est le laisser-faire qui a fait cette situation, et Donald Trump entend vraiment être à la hauteur et en tout cas mettre un terme à cette anarchie. De la même façon que Donald Trump a compris l'enjeu politique, Gavin Newsom, lui, c'est peut-être aussi l'occasion de se présenter comme la principale figure de proue de cette opposition à Donald Trump. Aujourd'hui, depuis la défaite de Kamala Harris, le terrain était peut-être suffisamment vierge pour qu'il tente de s'y installer. Et là, c'est l'occasion parfaite qui se présente à lui. Tout à fait, mais surtout, il y a personne, en fait. Ouais. Ni les Obama, ni les Clinton, les Obama s'expriment peu. Il n'y a pas d'individualité, à part AOC éventuellement, mais on est toujours avec des figures, mais que ce soit AOC ou que ce soit Gavin Newsom, on est avec des figures qui sont véritablement l'extrême gauche. Et c'est bien le problème qu'on a noté avec Kamala Harris, c'est que Kamala Harris, venant de Californie, en particulier de San Francisco, c'est trop bleu, trop à l'extrême, trop, trop à gauche pour satisfaire l'Américain moyen, qui a besoin de conservatisme, qui a besoin d'autre chose, qui a besoin de sécurité. Ces thématiques-là n'ont pas été assez portées par ces gens-là, et Gavin Newsom, là, actuellement, joue une partition qui peut séduire la gauche américaine, qui peut séduire ces franges ultra-libérales de la société, mais ne vont pas, à mon avis, aller dans le sens des États du centre, qui sont ceux qui font l'élection. Donc là, véritablement, il y a une manière pour lui de marquer l'opinion. Il a fait un discours solennel hier, très fort d'ailleurs, pour montrer qu'il se dresse contre Donald Trump et qu'il faut que quelqu'un le fasse. Ouais. Donc on accuse Donald Trump de faire de l'autoritarisme, on accuse Donald Trump finalement
effectivement de prendre une tangente qui n'est pas constitutionnelle ou qui ne ressemble pas à l'Amérique démocratique. Ça, c'est peut-être déjà une partition à jouer maintenant. Après, le pédigré de Gavin Newsom me paraît beaucoup trop de pas gauche pour qu'il puisse espérer un jour remplacer Donald Trump à la Maison-Blanche. Quelles vont être les suites? Parce qu'on imagine la communauté internationale a l'habitude de se mêler des affaires internes des différents pays. Là, est-ce que Donald Trump ne risque pas de jouir d'une mauvaise image à l'international en fonction de la façon dont il gère cette crise? On va voir comment il s'en sort, mais c'est sûr que ça peut l'affaiblir au niveau de ses... Si vous voulez, quand un pays est soulevé par des révolutions internes, évidemment, sa parole, son poids à l'international, et en particulier en ce moment les États-Unis, risque d'être amoindri. Quand on connaît les ambitions de Donald Trump d'arrêter les guerres, d'intervenir dans l'économie mondiale, de changer un peu le système, de protéger les États-Unis notamment en imposant des tarifs douaniers à tous les pays et d'essayer de structurer, on va dire, l'économie mondiale autour de l'économie américaine et de faire joindre complètement la diplomatie américaine avec l'économie américaine. C'est sûr que si la situation n'est pas calmée rapidement et surtout s'il n'a pas des résultats, ce qui va être intéressant, ça va être de voir le chiffre d'immigrés clandestins qui arrivent aux États-Unis. Il faut quand même pas oublier que pendant l'ère Biden, on était à 2 millions d'immigrés par an pendant 4 ans, alors que pendant la période Trump avant, on était à un peu moins de 400 000. Donc si Donald Trump arrive justement à avoir des chiffres extrêmement bas et à montrer que sa politique marche, là il aura gagné, parce que forcément les émeutes iront jusqu'à un certain moment, mais il permettra, là il est en train d'utiliser justement Guantanamo Bay pour placer des immigrés clandestins de façon provisoire. Il y a tout un tas de... Il a vraiment un plan cette fois-ci, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait à la légère, il a des alliés, c'est pas comme dans son premier... vous savez, moi, un conseiller de Trump m'avait dit en 2016, on a construit l'avion après avoir décollé. Sous-entendu, on n'était quasiment pas prêt. Là, il y a une batterie d'alliés de Trump qui sont derrière lui. Il y a vraiment une armée en marche. On va voir, mais en tout cas, c'est beaucoup plus solide que ça ne l'était lors de sa première mandature. Ouais. On va continuer à suivre et à analyser tout ça avec vous, Régis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.